Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Joliba TV News. Bienvenue dans votre émission, le rendez-vous des idées. Toutes nos excuses pour ce léger retard. La réalisation, les guerriers de l'ombre, certainement ce soir, c'est vous le retard et non les invités. Mesdames, Messieurs, le rendez-vous des idées, c'est votre émission du dimanche, tous les dimanches à 19h en direct sur Joliba TV News qui vous donne des clés pour comprendre l'actualité nationale, mais souvent aussi internationale. On le rappelle très souvent ici, le RDI, c'est le choc des idées, la force des arguments et non les arguments de la force. Ce soir, nous allons faire un tour d'horizon des différentes questions au niveau national, mais régional. Et aussi, on va parler en dernière position des les Jeux Olympiques de Paris 2024. Premier thème donc de l'émission, le Mali. Le Mali où il y a des violents combats depuis le jeudi soir, la nuit du jeudi au vendredi, des violents combats dans le nord du pays, précisément à Tinzaouaten, proche de la frontière algérienne. L'état-major général des armées, dans un communiqué, soutient que la situation est sous contrôle. Et même si, toutefois, il parle de pertes humaines et matérielles. Et puis, de l'autre camp, les groupes rebelles aussi qui revendiquent une victoire à Tinzaouaten. Quel enjeu la zone de Tinzaouaten pour les forces armées maliennes? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour l'unité nationale? Il est important à ce moment-là l'union sacrée, comme on le dit, l'union sacrée autour des femmes en ces heures difficiles. Nous allons décrypter la question avec nos invités. Deuxième thème de l'émission, vous le savez, cette semaine, la charte pour la paix et la réconciliation était au cœur des échanges. Les politiques, la société civile et les universitaires se sont retrouvés pour parler de paix et réconciliation nationale avec en toile de fond une charte pour la paix et la réconciliation au Mali. Les enjeux, on va les voir dans cette émission avec nos invités. Et puis, troisième thème de l'émission, on va ensemble interroger l'avenir du M5 RFP, le M5 RFP qui a été à l'origine de la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, un mouvement populaire qui avait dénoncé la mauvaise gouvernance dans le pays et puis la crise dans le nord du pays, le terrorisme, l'épreuve du pouvoir. Qu'est-ce que est devenu l'esprit du M5 RFP, des élections que se profilent? Est-ce que le M5 RFP aura un candidat? Comment se dessine l'avenir pour ce grand mouvement, le M5 RFP, à l'épreuve de la transition et certainement des futures élections présidentielles? Et puis on parlera aussi, on va voyager pour parler du Togo, toujours sécurité, et cette fois-ci la menace, le Togo, le pays de Fort Gnassingbé, sous la menace du djihadisme, du terrorisme. Donc le pays a été touché. Jamais une attaque n'a eu autant d'impact, une attaque violente d'une grande ampleur revendiquée par le GSIM. On va décrypter cette actualité. Est-ce que le Togo aujourd'hui est aussi dans le viseur du terrorisme? Il est déjà dans le pays connaît aujourd'hui le terrorisme. Qu'est-ce que le Togo va faire justement pour gigler le terrorisme? On va parler de cette question. Et puis l'attaque a eu lieu dans le nord du pays, une zone frontalière avec le Burkina Faso. On décryptera avec nos invités et puis après nous allons voyager, et puis pour parler de sport, pour décontracter un peu. Et cette émission, vous voyez ces belles images de la ville Lumière, une ville qui aime particulièrement un homme sur ce plateau. Vous allez le découvrir, même si pour le moment il est privé d'aller à Paris. Il aime bien cette ville. On va voir si les choses ont évolué entre-temps. Donc Paris, ville lumière, Paris avec la fête de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, une fête grandiose où les Français estiment à 80, selon un sondage, 86% des Français estiment que la cérémonie des Jeux Olympiques est un succès. Donc voici les thèmes de cette émission que nous allons aborder avec nos invités. Issa Kaoudié, bonsoir. Bonsoir, le brillant journaliste avec son style vraiment qui émerveille, Alidou Ataher
Merci. Merci Issaka Odiema. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Hein. Et puis et ce soir encore, hein, vous allez parler du Mali, du pays. Vous allez porter quel numéro? On vous appelle le 10 ce soir. Je vous laisse donner le numéro. En tout cas, ce qui est sûr, nous allons parler du Mali. Okay. Je suis convaincu que ceux qui sont là aussi, c'est des grands hommes qui ont du bagage, qui ont de la matière. Et je pense que nos téléspectateurs et nos auditeurs seront vraiment heureux de porter, en tout cas de bénéficier de tout ce que nous allons échanger dans la courtoisie, mais avec vraiment des appréciations qui, je suis sûr, seront contradictoires. D'accord, un buveur de lait averti. Et plus aussi un ami de la ville lumière. On va en parler en fin d'émission. Oui, il signe son grand retour sur le plateau pour le bonheur des téléspectateurs qui apprécient ses analyses. Amidou Doumbia, bonsoir. Bonsoir, Taher. Amidou Doumbia, brillant écrivain, merci. Politique aussi. Amidou, vous portez bien? Je me porte très bien. Un message pour les téléspectateurs rapidement. Je suis très heureux de retrouver le plateau, d'avoir l'opportunité d'échanger sur notre pays, de donner nos avis. Et je pense que justement, Joliba fait un travail extraordinaire et vous à la tête par votre constance à tenir le débat public. Nous sommes là et nous allons échanger dans la plus grande courtoisie avec le plus grand plaisir. Merci Amidou Doumbia, notre troisième invité, docteur Amadou Touré. Docteur, bonsoir. Bonsoir à Taïlou, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux co-débatteurs. Oui, vous êtes professeur au niveau de l'enseignement supérieur, professeur d'enseignement supérieur. Que nous condamnons notre soutien à l'armée, mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut alors faire la différenciation entre les indépendantistes Touaregs, qui sont des Maliens et qui ont des revendications de nature qu'on peut, en tout cas pour moi, trouver des formules pour que nous puissions trouver des voies et moyens aller à la paix, parce que c'est vrai que l'accord a été dit caduc, mais je crois qu'il y a un vide, il y a de passerelle. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, quand vous avez parlé de DIM, je ne vais pas anticiper, mais l'accord, la charte qui a pour but d'initier vraiment la paix et la réconciliation, il y a un imminent, je dirais spécialiste parce qu'il est militaire, je vais donner son nom, il s'agit de Yamoussa Kamara, qui avait fait une intervention orale, qui avait dit, ça venant d'un militaire, et je crois à cette posture, qui dit que l'armée peut pas imposer la paix. L'armée, son rôle, c'est de faire la guerre pour la sécurité des personnes et biens, mais l'armée ne peut pas imposer la paix, et la paix est politique. Et je pense que plus que jamais, et moi je crois au dialogue pour que notre pays ne sombre pas, parce que personne ne gagne dans une guerre sans fin. Alors, soutien à l'armée, mais je crois aussi qu'il faut une dimension politique pour que la paix puisse régner sur l'ensemble du territoire, y compris le nord et le centre. Amidou Doumbia, il faut une dimension politique quand la fin de cette guerre qui a endeuillé des familles, qui endeuille la nation. À chaque fois, c'est des morts et puis on ne peut même pas compter le nombre. Hein, c'est triste, hein, tout ça. C'est triste, nous le vivons depuis très longtemps, jusqu'à ce que les morts, finalement, nous en sommes presque habitués, jusqu'à ce qu'on a des dizaines, des quinzaines de morts. Le gouvernement lui-même ne communique pas très souvent pour présenter, parce que c'est devenu tellement régulier que nous... Des combats à la frontière algérienne. Oui, l'enjeu de Tinzaouatène pour vous, c'est quoi? Si vous voulez bien, après la guerre civile, Tinzaouatène a été considéré comme un bastion. Vous parlez de guerre civile, il n'y a pas eu de guerre civile, non? Je veux parler de la guerre civile algérienne. Après la guerre civile en Algérie. Tinzaouatène, vous le savez, vous l'avez d'ailleurs mentionné, c'est à la frontière, c'est pas très loin de la frontière algérienne. Oui. Ça a toujours été considéré comme un bastion des terroristes. Donc ça a servi d'abri aux terroristes. Et quand ils se sont éparpillés à l'intérieur du Mali, nous savons très bien que depuis quand même 2-3 ans, il y a l'armée malienne quand même qui engrange beaucoup de succès sur le terrain. Donc finalement, il y a beaucoup de terroristes, si vous voulez bien, une coalition des terroristes qui se sont retrouvés au niveau de cette partie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'armée considère que c'est une des parties qui abrite beaucoup de terroristes et que c'est une bataille rude entre l'armée et puis les terroristes. Mais au-delà de cela, moi, ce qui est plus important pour moi, c'est, comme vous l'avez mentionné, c'est
l'armée, quand même, a toujours besoin du soutien de tout le peuple malien, du soutien social, du soutien moral, puisque après tout, comme M. Doumbia l'a dit, l'armée, elle est nationale. Mais ce qu'il faut aussi, vous l'avez dit tout de suite, pendant qu'on parle de dialogue, pendant qu'on parle de trouver des solutions, d'aller vers une réconciliation des Maliens, il y a quand même un front qui est ouvert dans cette partie du Mali. Ce sont des Maliens, il y a ces terroristes, forcément il y a des terroristes, mais il y a également ce terrorisme aussi est caractérisé de banditisme qui sévit dans la population civile malienne, qu'il faut forcément trouver des solutions, et ça avec des populations locales. C'est pourquoi moi je suis d'accord qu'il faut toujours trouver des solutions, faire des ouvertures, des dialogues avec des populations locales, parce que quoi qu'il en soit, nous n'allons pas arriver à bout de ce terrorisme qu'à travers les armes. Il faut trouver des solutions avec les populations locales et également avec des pays voisins. Et malheureusement, en ces derniers temps, il y a des difficultés diplomatiques entre le Mali et l'Algérie. C'est très important d'ouvrir le dialogue avec l'Algérie, parce que s'il y a un des pays quand même qui a beaucoup d'expérience dans la lutte contre le terrorisme, c'est l'Algérie. Et si j'ose dire, c'est l'un des rares pays qui est arrivé à bout du terrorisme pendant plus de 10 ans. Donc en plus, l'Algérie a toujours été considérée comme un pays ami. Donc c'est toujours primordial d'ouvrir le dialogue avec l'Algérie pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble, surtout à cette partie du Mali. Oui, docteur Amadou Touré. Sur cette question, pour moi, les enjeux sont d'ordre politique, d'ordre de souveraineté, de conquête territoriale et de l'extension de l'autorité de l'État. Donc, si vous voulez vous rappeler bien, il y a l'extension de l'autorité de l'État du côté de la Mauritanie, où certaines écoles, il y a eu la première fois les examens du DEF. Donc, c'est tout à fait normal dans la politique adoptée par le gouvernement de la transition, où il faut une reconquête territoriale. Donc, pour le cas spécifique de Tinzawatène, a plusieurs enjeux. Notamment, c'est une ville où la plupart de ceux qui ont été déguerpis, qui ont eu la possibilité de quitter les emprises ou les territoires occupés par les femmes, se sont retrouvés. Donc, ce qui s'est passé en réalité, c'est plutôt une guerre asymétrique qui est imposée sur le territoire. C'est-à-dire c'est la guerre asymétrique des kamikazes, une coalition du CSP2 et plus le GENIM et ACMI qui ont fait ce qu'on appelle une embuscade contre des patrouilles de l'armée. Donc il s'agit d'une patrouille, mais il ne s'agit pas de combat direct. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir aussi? C'est une bataille qui, à mon avis, va clôturer définitivement la conquête territoriale des FAMA et qui va mettre fin à l'expansion de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien. Au-delà de tout ça, qu'est-ce que nous retenons? C'est qu'il est opportun à ce jour que l'ensemble des Maliens comprennent qu'il n'y a pas d'armée sans une nation. Donc l'ensemble des Maliens sont derrière les forces armées. Et aussi concernant la politique militaire, on ne peut pas avoir deux armées. C'est-à-dire que seule l'armée nationale a normalement la possibilité d'avoir le port légal de la force légitime. Donc aucun groupe, aucun être humain n'a le droit d'avoir des armes sur le territoire. Okay. Donc nous comprenons ce qui se passe. Donc c'est des enjeux stratégiques et politiques de souveraineté et de reconquête territoriale. Surtout que le président avait dit à Sikasso qu'il y a l'extension de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire qui s'y verra bientôt la fourniture ou bien la disponibilité des services sociaux de base. Ok, oui, Issa Kodjim, et puis ensuite on va lancer le second thème. Issa Kodjim. J'étais le moins qui... Bon, allez-y. Vous savez, les questions militaires, moi, par principe, je suis très réservé, je ne suis pas un spécialiste. Et l'armée, tout le monde a le soutien, comme on l'a dit, hein, tout le monde est militaire par extension, nous sommes tous armés. Tout le monde soutient l'armée, mais il faut qu'on évite vraiment des expressions genre... qui a tendance à faire qu'on soutient l'armée sur des questions d'ordre politique. Okay. Parce qu'il faut dissocier. Reconquête, vous savez, il faut faire un petit historique. Hein. Il y a eu la rébellion de 63. On ne parlait pas de terrorisme. Il y a eu cette rébellion indépendantiste a ressurgi dans les années 90 avec Moussa Traoré, notamment l'accord de Tamandara 7. Sous Ibeka, avant Ibeka, sous ATT, Alpha. Et maintenant, il y a eu d'autres choses qui sont venues greffer. Et malheureusement, on est dans une situation de confusion. Qui sont les groupes terroristes?
qui sont les djihadistes, qui sont les bandits armés, qui sont réellement des revendications identitaires. Je crois qu'il faut qu'on essaye d'avoir un discours qui différencie les choses. Moi, je pense que c'est vrai, tout le monde est d'accord que le Mali doit rester indivisible, tout le monde soutient l'armée, mais il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas une coalition de tout ce que le docteur vient de dire. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une réflexion politique par rapport à ce qui était dans l'accord pour que, ensemble, oui, à la reconquête territoriale, mais cobitamment, il faut un volet politique. Oui, il faut un volet politique, justement, c'est pour tout le sens, j'espère, de cette charte pour la paix et la réconciliation nationale. Les acteurs étaient au rendez-vous. On va justement suivre ce reportage de Omar. C'est pas les recommandations du dialogue direct intermédiaire. Juste après pour le décryptage. A porté sur l'élaboration d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Dans cette dynamique, la commission de rédaction de l'avant-projet de cette charte, présidée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. Parce qu'il nous fallait d'abord avoir votre onction et vos bénédictions. Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2023, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé l'appropriation nationale du processus de paix et la tenue du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Dans ce sens, un questionnaire a été distribué aux invités par la commission de rédaction en vue d'une réflexion autour du document relatif à la sécurité, à la paix et la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. Nous avons reçu les documents où il y a un certain nombre de questionnaires qui sont là-dedans. On va y travailler. Bon, évidemment, le temps étant limité, nous ferons l'impossible pour que notre appui ne fera pas défaut. Notons que la commission chargée de rédaction de l'avant-projet de cette charte envisage également de s'entretenir avec les femmes et jeunes ainsi que les partis politiques, des personnalités et des personnes ressources au cours de cette série de rencontres. Oui, notre reporter, Omar Koïta, qui était de la partie. On va commencer avec vous, Amidou Doumbia. Amidou Doumbia, cette charte, ces rencontres, est-ce que le grand public ou le peuple se reconnaît dans toutes ces grandes rencontres où des gens vont se retrouver pour parler de l'avenir du pays? Et puis souvent, on a comme l'impression que ce sont les mêmes acteurs qui se retrouvent pour parler de paix et réconciliation. Qu'est-ce que ça vous inspire? En réalité, ce que je veux dire, la paix ne se construit pas que sur un document. La réconciliation, on ne l'obtient pas qu'en écrivant sur un document. Au Mali, pour obtenir la paix, c'est d'abord un comportement, c'est d'abord une volonté politique. On obtient la paix avec ceux avec qui on ne s'entend pas. On fait la réconciliation avec ceux avec qui on ne s'entend pas. Et si nous voulons créer les conditions d'une réconciliation ou même d'une paix des cœurs, il faut que d'abord à l'intérieur du pays, on travaille à décrisper l'atmosphère, qu'on travaille au pardon. Au moment où on parle de réconciliation et de paix, nous avons des leaders qui se retrouvent en prison à cause de leur opinion ou pour avoir formulé ou mal formulé une opinion. Donc pour moi, on doit d'abord dans un comportement vouloir la paix et que ça soit dans un état d'esprit. On a fait plusieurs commissions, dialogue intermalien, avec une volonté sur le papier d'obtenir un document sur la réconciliation et la paix. Nous avons abouti à la prolongation, à une demande de prolongation de la transition, à une demande de candidature du président de la transition. Nous avons quitté ça. Nous avons voulu mettre
la charte tout de suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de nos documents? Au début, nous nous sommes retrouvés, on a fait une charte de la transition. Aujourd'hui, les acteurs demandent publiquement qu'on viole cette charte-là. Parce qu'il est clairement dit que le président de la transition ne peut pas être candidat aux élections. Et que cet article n'est pas susceptible de révision. Nous voyons clairement des Maliens demander cela, même si le président de la transition ne s'est pas prononcé. Mais c'est comme si on demande nous-mêmes, on écrit les textes, violons nos textes. On quitte la charte de la transition. Nous avons voté une constitution. Moi, j'ai voté contre la constitution. Mais nous avons voté une constitution qui garantit les libertés politiques, qui parle de multipartisme, qui parle même du statut du chef de file de l'opposition. Mais on ne peut pas imaginer qu'au Mali, au XXIe siècle, que des leaders politiques puissent se retrouver en prison pour s'être réunis dans un domicile privé. Alors que la Constitution elle-même garantit les libertés publiques. Alors que la Constitution elle-même garantit le chef de file de l'opposition. Alors que l'atmosphère, l'environnement, l'état actuel du Mali nécessite qu'on tende la main, qu'on porte, qu'on accepte la contradiction. Mais cette constitution, de son adoption à aujourd'hui, il y a eu combien de viols? Aujourd'hui, les lois organiques sortent. Mais combien d'années, combien de mois avant que ces lois organiques ne sortent? Pour finir, à Taher, il faut que l'on sorte de l'à peu près. Il faut qu'on sorte dans la forme. Tant qu'on ne respecte pas nos propres textes, tant qu'on ne respecte pas ce que l'on dit et nos promesses, nous allons écrire une belle charte avec de beaux articles, mais à la fin, quelqu'un va sortir de nulle part et va dire non, ce n'est pas une parole de courant, violons ces textes-là. Tant qu'on continue avec ces violations de textes, nous allons nous regrouper, nous allons écrire des textes, nous allons les violer et nous allons nous retrouver dans les mêmes problèmes. La paix ne se décrète pas. La paix, c'est un comportement, c'est une volonté politique, c'est des agissements. Et j'espère bien évidemment que les autorités vont comprendre cela et vont travailler dans ce sens parce que le Mali a besoin de paix, de réconciliation, mais pas sur le papier, mais dans les faits. Oui, Birama Traoré, vous, est-ce que vous partagez la même lecture ou vous avez une lecture différente de cette charte pour la paix et la réconciliation? Non, mais forcément, je partage la même lecture. Je l'ai dit sur ce plateau. J'ai dit, les Grecs disent, il n'y a que le respect de la loi qui rend des États prospères. Vous savez, à chaque fois je l'ai toujours dit, de toutes les rencontres jaillissent les lumières. C'est les intellectuels qui le disent, je pense qu'ils ont raison. Et puis notre expérience sociale également le prouve. Mais au-delà de toutes ces rencontres, de toutes ces assises, de toutes ces journées, en fait, nos États, notamment dans les États africains, nous ne sommes pas en manque d'organisation des journées, des assises, de rencontres. Au Mali, ici, sous Ibeka, jusqu'à maintenant, il y en a eu tellement. Mais les mêmes problèmes persistent. On a toujours tendance à dire que toujours le peuple malien n'est pas réconcilié, il faut aller vers la réconciliation. Ça veut dire que le problème, ça n'est pas le fait de ne pas pouvoir se rencontrer. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Le problème, c'est le respect de la loi. Parce que j'ai écouté avec attention monsieur Maïga, Youssoufou Maïga, qui est un grand homme, un grand commis de l'État, quand même, avec toute sa crédibilité. Ancien Premier ministre, ouais. Voilà, ancien Premier ministre qui a toute la légitimité d'être là où il est. Je l'ai écouté avec intérêt, parce que quand des hommes comme ça prennent la parole, forcément, il faut l'écouter. Je l'écoutais avec intérêt, il disait qu'il y en a eu tellement de propositions qu'il fallait juste prendre quelques-unes. Et au-delà de ça, il en a entendu, certains même disent qu'il y a des juges commerçants, des juges transporteurs et des militaires aussi, qu'ils vont rencontrer le ministre de la Justice. Quelle est sa proposition? En réalité, quand j'entends des propos comme ça, franchement, je me pose la question. Parce que cette question, elle est déjà réglée par la loi à travers le statut des magistrats. On n'a pas besoin d'un dialogue pour ça. Il y a incompatibilité, quoi. Il y a incompatibilité. On n'a pas besoin d'un dialogue pour trancher ça. Une fois qu'un magistrat ou un juge est pris en défaut, la loi, elle est là, qu'elle soit appliquée dans toute sa rigueur. On n'a pas besoin des militaires parlementaires. Ce n'est pas une question des personnes. C'est une question de la loi. C'est une question des principes républicains. C'est une question des principes démocratiques. Soit nous respectons
nos lois, nos textes, comme M. Hamidou l'a dit. Nous allons en ce moment enfin mettre en place un État respectable, un État respectueux, parce que les institutions de la République, l'État lui-même, vous savez, dans nos pays, nous avons des compatriotes, mais le problème, c'est le citoyen. Il faut construire le citoyen à tout le niveau de la station, surtout ceux qui occupent des fonctions, ceux qui ont la responsabilité et le pouvoir de changer les cours de vie des citoyens. C'est eux qui doivent accepter qu'ils sont régis par la loi, qu'ils doivent accepter que les lois soient respectées. Mais on ne peut pas être au pouvoir parce qu'on détient le pouvoir, on a une partie des magistrats qui peuvent faire tout ce qu'on veut et qu'on viole. Ce n'est pas une question de personnes, mais c'est une question de principe. Soit nous comprenons ça, mais qui sont présents. Ouais. Donc on a vu aussi que nulle part dans cette charte ou dans ce dialogue intermalien, c'est une domestication du dialogue. Il n'y a pas une possibilité pour les partenaires ou les amis du Mali de pouvoir participer. Or, on sait que la plupart de nos compatriotes soit sont déplacés ou soit sont à l'extérieur du Mali. Donc il faudrait plutôt dialoguer à favoriser le retour des Maliens qui sont à l'extérieur, à favoriser le retour des déplacés, à favoriser les Maliens qui veulent participer. Ouais. Donc, pour comprendre tout ça, oui. Je suis d'avis pour qu'on puisse dialoguer, mais à partir des acquis. Okay. Oui, je vois que Issa Kaoudjima ne cesse de regarder sa montre. Il est pressé de prendre. Pressé, oui, Issa Kaoudjima. Non, vous aurez le même temps de parole. Allez-y, Issa Kaoudjima. J'écoutais avec intérêt. Je commencerai par le politique. Vous savez qu'il faut faire un rappel pour un rappel. Moi, je pense que il faut qu'on interroge l'histoire. C'est vrai que les textes, tout le monde doit respecter les textes. Je suis d'avis par principe. Mais il y a le contexte qu'il faut d'abord justifier. Il a dit effectivement, la paix, c'est un comportement. Je pense que ça interpelle tout le monde, y compris les politiques. Je pense que le mouvement démocratique à son temps, sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, y compris le parti élément, ont tous accepté et pendant que la durée du mandat légal des députés était finie, ils ont trouvé un compromis. Non, laisse-moi finir, je ne vous ai pas coupé la parole. Voilà, je savais que Yéleman avait qu'un seul député, par la suite on sait comment ça s'est passé, mais à des élections inclusives. Maintenant, la question qu'il dit que la charte, que ce n'est pas du Coran, je l'ai dit, c'est ni Coran ni Bible. Maintenant, parler de la révision de la charte, à partir du moment que... La charte, c'est la charte de la transition. Hein. Oui, la charte de la transition. Dit à l'époque, ce n'est pas du Coran ni la Bible. Maintenant, même aujourd'hui, parce que je me dis, il faut être réaliste. Lui-même, il a dit que l'armée fait la fierté, l'armée nationale. Il s'agit de l'existence du Mali. Il s'agit de l'État. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que nous sommes dans un tournant décisif. Et si jamais on fait un recul par rapport à l'acquis militaire, ça veut dire que tout va se fondre. Donc pour moi, la priorité, c'est comment préserver l'État à travers ce que nous sommes en train de mener. Et aujourd'hui, faire la révision de la charte n'est pas illégal. Maintenant, de dire que c'est imprescriptible, je suis désolé. Il y a eu combien de coups d'État, même avec les démocrates? Non, laissez-moi finir, j'ai eu 5 minutes. Je vais clôturer. Donc pour moi, on a dit que la Constitution, que le coup d'État est un crime imprescriptible. Pourtant, on a trouvé un accord pendant la transition, et cette transition, et même ils soutiennent, jusqu'à preuve du contraire, pourtant c'est issu d'un coup d'État. S'il est cohérent avec sa logique, si on soutient la transition, c'est qu'on a soutenu le coup d'État, entre guillemets. Et je sais très bien que son parti n'a pas participé à la lutte du M5. Donc pourtant, son parti soutient les autorités de transition pour la réussite de la transition. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on est contre le principe, le fait qu'on viole la loi et qu'on compose avec ceux on prétend violer la loi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de rassemblement. Et ce rassemblement se fera avec tout le monde, là, je suis d'accord. Mais il faut participer et dire ce qu'on pense. Mais si on pense que non, il y a des amis politiques qui ont été arrêtés, mais d'autres ont été arrêtés bien avant eux. Mais je suis d'accord que l'ensemble, même y compris... Vous avez parlé d'une loi d'amnistie. D'amnistie, oui, voilà. Donc, Issa Kaoudjima, Hamidou Doumbia, qui parle de loi d'amnistie, il dit aujourd'hui qu'il faut aller à un grand rassemblement, un large, il faut ratisser large. Hamidou Doumbia, vous, est-ce que vous pensez que cette offre-là de Issa Kaoudjima, elle est plausible? Bon, en fait, l'offre
on ne peut le donner d'importance que lorsque celui qui le porte a une certaine crédibilité, une certaine cohérence. Moi, c'est ma façon et ma conception de la politique. Vous savez, il ne faut pas déformer l'histoire. Je suis obligé de rétablir les faits. Nous sommes de ceux qui se sont opposés à la prorogation du mandat des députés. Et le maire l'a dit, les communiqués existent. La COFOP, à l'époque, s'est mis et a dit qu'il n'est pas d'accord avec la prolongation des mandats. Mais le débat existe. Je suis cohérent. Je ne me dédie jamais. M. Jim parle du reste de contexte pour justifier la violation des lois. Mais M. Jim, il n'y a pas longtemps, vous étiez en train de vous plaindre qu'on vous empêchait de voyager. Mais les autorités peuvent justifier que le contexte ne permet pas à ce que vous voyagiez. Mais on vous a soutenu parce que nous voulons un état de droit. Mais ne soyez pas des juristes ou même des républicains sélectifs quand ça vous arrange, M. Jim. M. Jim, vous savez, nous sommes en train de faire un travail assez important, qui est assez sérieux au niveau de la classe politique. Mais il faut que vous preniez notre métier au sérieux. Il n'y a pas longtemps, quand les acteurs politiques disent, ou même des leaders politiques disent ouvertement aux gens, nous ne sommes pas d'accord avec la transition, nous ne sommes pas d'accord avec la marche de Assimi, et que c'est la même personne qui vient sur les plateaux et nous disent non, pour acquis, et pour permettre à ceux que le pays puisse avancer, acceptons sa candidature, c'est le contexte de l'armée. Mais bon Dieu, respectons les Maliens. Quand M. Jim dit, l'aménagement va partir, si je vais mettre fin à ma carrière, vous savez, vous êtes en train de le faire peut-être pour rigoler, mais vous êtes en train de porter un coup fatal à la crédibilité du politique, à la crédibilité du discours politique. C'est pourquoi il est important que vous vous ressaisissez, et tous les leaders politiques qui sont en train de faire de tels messages et qui ne prennent pas au sérieux leur discours et qui ne tiennent pas compte de la cohérence de ce qu'ils disent. Mais bon Dieu, on ne peut pas réhabiliter la politique comme ça. Nos citoyens, en voyant cela... Oui. Allez-y sur je reviens. De fixation. Je termine. J'ai toujours eu ce franc-parler et je le dis toujours en face. Pour revenir, pour moi, j'ai dit que tous ceux qui ont parlé et dont les opinions ont été mal formées, de pouvoir les pardonner. Okay. Moi, je suis pour cela. Mais en fait, je mets quiconque au défi de me dire que j'ai une fois accepté ou cautionné une violation des textes. C'est Amidou Doumbia qui est là, et je mets la personne au défi de prouver que M. Amidou Doumbia a une fois cautionné une violation des textes. Nous avons été toujours républicains, nous continuons avec la République, et je pense que la paix se construit avec le comportement. La charte, on a beau l'élaborer, on a beau mettre des beaux articles, tant qu'on ne respecte pas nos textes, ça n'ira nulle part. Je signe, je persiste et je signe. Oui, Birama, je voudrais Birama Traoré, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à une décrispation du climat politique? Est-ce que vous avez l'impression que les choses, la politique, on va voir peut-être une décrispation du contexte politique? Voilà. Oui. Certains politiques sont en prison, ils sont nombreux qui sont en prison pour leurs convictions, pour leurs opinions politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour apaiser le climat politique? Juste avant de répondre à votre question, j'aimerais juste réagir sur un point très important souligné par M. Jim, à savoir que nous sommes dans un tournant décisif. C'est extrêmement important de souligner, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne construit pas un État autour des hommes ou des noms providentiels. On construit un État, une alternance autour d'un idéal. Si on nous dit que ceux et celles qui sont aux responsabilités sont le plus compétents, sont le plus à même à apporter des réponses aux attentes des Maliens, sont les plus à même à trouver des solutions aux problèmes maliens, parmi les 22 millions de Maliens, ça veut dire que bon sang, ça n'est fini de ce pays. Ce qui n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'on met en place une alternance. Si tel X ou Y qui estime porter l'espoir des citoyens va à la rencontre du peuple malien, personne ne l'interdit, qu'il soit militaire ou civil. Si c'est un militaire, la loi elle est là, c'est que la loi dit qu'il démissionne de ses obligations militaires, qu'il revient dans le rang des civils. À ce moment, il va vers le peuple. Moi je pense qu'on construit une alternance comme ça. Et c'est une alternance qui met, qui met un support étatique sur cale.
Mais ce n'est pas autour d'un homme providentiel. Ça, il faudrait qu'on les comprenne. Et autour de ça, comme vous l'avez dit, forcément, un pays qui fait proie d'une crise sécuritaire, d'une crise multidimensionnelle, on a besoin quand même d'une stabilité politique, donc sociale. Et bien avant ceux et celles qui sont en prison, il y a eu d'autres qui sont aujourd'hui en exil forcé, qui sont des hommes politiques aussi, qui estiment que désormais, voilà, l'environnement politique malien ne fait plus propice à des opinions, à l'état critique, à la conscience critique. Donc aujourd'hui, tant qu'on ne met pas en place des principes qui vont dans le sens d'une stabilité politique, qui prend en compte toutes les composantes politiques, donc ça va être difficile, même après une élection, qu'on parvient à construire une alternance politique. Donc pour vous, c'est-à-dire qu'on ne doit pas miser sur les hommes, des hommes forts, mais sur des concepts, sur le pays tout entier, n'est-ce pas? Oui. Monsieur. Oui, votre droit de parole est fini. Oui, docteur Amadou Touré, rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour décrisper le contexte politique? Bon, pour décrypter, c'est qu'il faudrait encourager les actions en cours, qu'il faudrait discuter avec l'ensemble des Maliens, fournir de l'effort pour que ceux qui ne sont pas là puissent revenir, ouvrir les dialogues. Quand vous dites que vous parlez des exilés politiques, ceux qui ont fui le pays pour... Oui, il y a notamment les exilés politiques, il y a les déplacés, il y a les réfugiés. Parce que quand on discute du Mali, il faut que l'ensemble des Maliens ne discutent pas de façon passionnelle, mais de façon rationnelle. Okay. Qu'on enlève les équiproquos, qu'on ait le courage de s'accepter, de se pardonner pour aller au-delà de ce qu'on veut, ce qu'on a. Okay. On cherche la paix. D'accord, on cherche la paix. Il est très... voilà, lui, il n'est pas politique pour le moment, donc il va à l'info essentielle. Isaac Oguim, oui, c'est une interpellation. On va avancer, il n'y a pas de problème, on va être très courtois. Il est brillant, voilà. Maintenant, sauf que je ne le confonds pas avec le politique. Lui s'appelle, il est là en tant que politique. Ce n'est pas sa personne que j'attaque. Maintenant, on va aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Oui, il dit. Non, vous l'avez compris, j'ai compris, c'est pas ça qui est important. Il faut avancer. C'est comme s'il est en train de dire que vous êtes insaisissable, non, qu'on n'arrive pas à lire votre carte politique. Non, écoutez, je pense que ça, c'est à l'opinion d'apprécier. C'est à l'opinion d'apprécier, c'est pas à lui d'apprécier. Il peut donner son avis, je le respecte. Maintenant, ce qui est important, il faut que la classe politique accepte de faire son mea culpa. Si les militaires sont là aujourd'hui, c'est parce que reconnaissons que la classe politique a échoué. Si elle veut se refaire, elle doit quand même accepter qu'on évolue. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut être réaliste. Et je comprends leurs soucis. Quand on crée un parti, c'est légitime de vouloir le pouvoir. Être candidat aux élections présidentielles, à la députation, c'est légitime. Mais sauf que les donnes ont changé, ont évolué. La question, moi je n'ai jamais dit qu'on impose Assimi. Pour vous, chacun a ses idées et c'est le peuple qui apprécie. Le peuple avisera, oui, troisième thème de l'émission. On va voir justement qu'est-ce que le peuple pense de ce qui reste de l'idéal du M5 RFP. Le M5 RFP, c'est le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Qu'est-ce qui reste de ce étude idéal du M5 RFP? Le M5 aura-t-il un candidat pour la future présidentielle? Quel enjeu cette élection représente pour le M5 RFP? Amidou Doumbia, vous n'avez pas participé à la Ligue du M5, même si vous étiez contre la gouvernance du président Ibeka. Pour vous, l'esprit M5, c'est quoi? Bon, nous ne regrettons pas d'avoir participé au combat parce que l'un des leaders majeurs, qui est M. Jim à côté, a clairement dit que s'il fallait refaire, il n'allait pas le refaire. Ça a été dit publiquement, tout le monde l'a vu. Vraiment, vous avez les vidéos d'Isaac Oguim? Mais moi, je l'écoute. C'est un bon grand frère, je l'écoute. J'écoute tout le monde, mais lui, je l'écoute particulièrement. Je vois beaucoup de ses positions. Mais ce qui est évident, moi, je parle très souvent des faits. Les faits montrent que l'esprit dont a parlé le M5 au moment de sa lutte, cet esprit n'existait pas. La preuve 1. Le coup d'État, on fait le coup d'État. Il y a une première vague qui va, moi je la surnomme la vague M5 CNT. Et ils partent, ils disent le M5 est mort de sa belle mort. Et ils vont se cantonner au niveau du CNT. Ensuite après, il y a la primature qu'on donne. Il y a une autre vague pour qui j'ai énormément de respect qui va à côté et qui dit qu'il n'est pas d'accord avec le Premier ministre à un moment donné. Et il y a le M5 Malikoura. Ensuite, le Premier ministre aussi est là, avec son M5, qui dit, voilà, le vrai M5. Ensuite encore,
Il y a cette branche encore du M5 qui est divisée entre la branche M5, on les appelle M5 Imamou Oumarou Diarra, et le M5 Choguel. Vous voyez un seul mouvement qui parlait d'un idéal, qui parlait d'un esprit, qui se retrouve divisé en plusieurs morceaux. Ça veut dire que ce qui a été annoncé n'était pas réellement sincère. Ça, c'est une évidence. Donc, quand on me demande quel reste-t-il de l'esprit M5, bien évidemment qu'il n'y avait pas d'esprit. Le combat était orienté pour faire tomber un homme. Ils y sont parvenus. Après, d'autres acteurs en ont profité. Et les uns et les autres se sont dispersés. Donc, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, moi, je ne trouve pas qu'on doit même parler d'esprit M5. On ne doit même pas parler de ce mouvement. Pour une fois, je donne raison. Et l'histoire donne raison à M. Jim. Elle est bel et bien morte de sa belle mort. Parce que si c'est aussi cloisonné comme ça, je trouve qu'il y a un problème. Maintenant, ce qui est évident pour moi, que ce soit le M5 Tendance Choguel, que ce soit le M5 Imam Oumarou Diarra, ce qui est passé, Maintenant, ils doivent tous se retrouver, y compris ceux qui n'étaient pas du M5, pour un combat républicain, pour un retour à la République, pour un retour à la démocratie, pour un retour à l'état de droit, parce que c'est l'existence de chaque acteur qui est en jeu. Donc aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est de faire en sorte d'oublier. M. Jim a dit ça par le passé à M. Choguel, le Premier ministre Choguel. Le Premier ministre Choguel a dit ça. Aujourd'hui, il doit y avoir un SMIC, Pour vous, on doit quitter les guerres de tranchées. Exactement, pour moi, il faut un SMIC politique. Ce que j'appelle un SMIC politique. Il faut un minimum de consensus autour des valeurs républicaines. Et les valeurs républicaines, c'est le respect des textes. Et les textes sont clairs. Quand on dit que la charte peut être révisée, elle peut être révisée. Mais bien évidemment que c'est les Maliens qui ont été d'accord. Je dis bien parce que c'est une question de république. C'est les Maliens qui disent, OK, nos textes, ce point, cet article précis n'est pas susceptible de révision. Ça, c'est un point, juste une parenthèse pour dire... Mais sauf qu'on n'entend pas les Maliens le dire le plus souvent dans l'opinion publique. Les Maliens ne se manifestent pas. Là aussi, c'est notre débat. On va y revenir. Oui, Birama Traoré qui parle de citoyenneté. C'est comme si on assiste à une crise de la citoyenneté. Aujourd'hui, le M5, Issa Koudim, qui est une des figures dès les premiers instants, a dit que le M5 est mort de sa belle mort. Mais on continue aujourd'hui de parler du M5 aussi, comme si on parle même de force de changement. Oui, tout à fait, parce que les hommes qui ont composé le mouvement M5 sont toujours là, même s'ils ne sont plus dans le même mouvement, ils en ont créé chacun de son côté. Alors moi, je ne suis pas tout à fait en phase avec M. Doumbia en ce qui concerne l'esprit M5. Moi, je pense que l'esprit M5 a pris sa source dans l'assentiment du peuple malien, à savoir la bonne gouvernance, à savoir le respect de la loi, l'état de droit, à savoir, si vous voulez bien, les principes démocratiques et républicains. Et d'ailleurs, même, je pense que même le parti élément dans la commune, là où j'habite, ils ont été victimes de cette problématique parce que les voix des éléments, si vous voulez bien, ont été... Il y a eu le fameux troisième tour. Le fameux troisième tour au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est ce qui est d'ailleurs une goutte d'eau qui a fait dévorer la vase. Donc, il y avait cet esprit. L'esprit... qui a pris, comme je l'ai dit, sa source dans l'assentiment du peuple malien. Ouais. Mais malheureusement, il y a eu un problème organisationnel au niveau de tous les leaders M5. C'est pourquoi je disais un jour ici qu'il fallait, avec tous ces hommes de valeur, qui ont ces grands intellectuels, ces grands expérimentés politiques qui ont composé le M5, il fallait d'abord mettre en place d'abord, et si vous voulez bien, un programme, une vision qui prend toute sa source dans l'opinion malienne, dans la légitimité de l'opinion malienne. Et à ce moment-là qu'on allait faire face à Ibeka. Et même si on n'y est pas parvenu à le faire, après la chute d'Ibeka, au moment où les militaires ont fait appel au M5, il fallait quand même s'asseoir, mettre en place quand même un certain programme autour duquel on allait mettre cette alliance avec les militaires. Mais du moment où on a miroité, si vous voulez bien, je ne porte pas de jugement de valeur, mais du moment où on a miroité quelques postes
Le moment s'est éclaté, malheureusement. Oui, avant de la parole, docteur, hein, puisque vous ne parlez pas beaucoup, hein, on vous donne la parole. Là, le candidat, donc les abstentions d'énergie. Il y a aussi ça. La négociation avec Kaoudji. Pour répondre à cette question, il est nécessaire aussi de voir un peu comment est venu le M5. Comme on l'a dit, le M5 a été victime de son caractère hétéroclite, aussi qu'il n'y avait pas de vision après IBK. Donc tout ça c'est bien dit, mais qu'est-ce qui reste de l'esprit M5 pour dire que le M5 aujourd'hui sort affaibli. Donc ce n'est plus le M5 d'antan qui peut ou pouvait mobiliser plus de 2 ou 3 millions de Maliens à la place de l'indépendance parce qu'il y a eu entre eux-mêmes des querelles de personnes et des querelles d'intérêts. Donc qu'est-ce qui manque au Mali aujourd'hui? C'est un esprit qui a la même capacité de mobilisation du M5 d'antan, qui peut porter les aspirations du peuple, qui peut être gardien ou bien gendarme, ou un esprit d'éveil citoyen qui est là pour défendre les intérêts ou qui répond aux aspirations de la population. Par exemple, un esprit qui est là, qui peut porter les opinions du bas peuple, les opinions des Maliens, qui peuvent s'exprimer. Mais là, ça n'existe pas. Donc cet affaiblissement du M5 a fait que aujourd'hui, on a tendance à croire qu'il n'y a pas de mouvement capable de porter la voix du peuple. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire quand on va faire le bilan du M5? Ça a été dit par le Premier ministre, c'est très difficile de faire les acquis de la transition avec les acquis du M5, en termes de recommandations, en termes de réalisation. Mais le M5 à ce jour sort affaibli, parce qu'il n'y a pas un esprit, il n'y a pas de gendarme, de veille citoyen qui peut répondre aux aspirations. Okay. Vu les difficultés auxquelles le M5 avait porté le chapeau, les mêmes difficultés sont susceptibles d'être présentes à ce jour. Ok, Issa Kaoudji. Mais je pense que ce qui n'a pas marché parce que le M5 a fait revue le peuple malien, parce que pour une fois le peuple s'est dit on a un porte-parole légitime, on a un avocat qui va défendre Mordekis les intérêts supérieurs du peuple. Est-ce que après recul, on ne peut pas dire que le peuple a été fouillé? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut être réaliste et avancer, quoi. C'est comme les doubles langages. Les intellectuels parfumés quand ils sont sur les plateaux, ils tiennent des discours académiques, alors qu'ils savent que la réalité du peuple, c'est différent. Aujourd'hui, la phase de parachèvement incombe à leadership d'Assimi. Ça veut dire quoi? Il faut aller aux élections. Il faut qu'on sorte du fétichisme et des expressions vraiment jacobines de la démocratie. Chacun définit sa démocratie selon sa culture, son identité et ses revendications. Aujourd'hui, le peuple estime aujourd'hui qu'il faut refonder. Et cette refondation, je pense, et si vous allez faire un sondage, vous allez trouver que c'est le peuple de dire ce qui est vrai ou faux. Moi, je pense que le peuple est d'avis qu'il faut des élections inclusives, y compris le président Assimi. Et maintenant, leur problème, c'est quoi? C'est dire que si Assimi est candidat, ils seront battus. Mais c'est la règle du jeu. Donc, qu'ils aillent, s'ils sont convaincus qu'ils peuvent le battre, qu'on aille aux élections. Maintenant, de dire que les textes nous empêchent d'aller aux élections, c'est un faux débat. Le M5 est mort de sa belle mort, je le concède, on est en phase. Et la partie hétéroclite, conjoncturelle, on est d'accord, mais la phase j'insiste, retenez le mot, la phase de parachèvement, je crois que je suis d'accord avec mes amis du CNSP, à leur tête, le président Assimi, il faut aller au parachèvement, c'est les élections inclusives avec la candidature. Mais est-ce que dans cette élection, peut-être que peut s'annoncer, vous, Issa Kaoudji, est-ce qu'on peut vous voir porte-parole peut-être d'Assimi? Non, je n'ai pas de prétention à aucun rôle. Mon principe est acquis. Le principe, s'il est candidat, je le soutiens. Je crois que sur ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est à lui seul de voir comment il veut aller, s'il le veut, et quelle équipe va le soutenir. Ce n'est pas à moi de le définir. Maintenant, le principe est acquis, qu'il y ait des élections inclusives. Okay. Et oui, que on va finir avec cette question. La question des élections, êtes-vous prêts? Oui, Amidou, tout le monde, voilà, pour les élections. Nous avons toujours été prêts. Je tiens à le préciser. Nous n'avons peur de personne, de la candidature de personne. Mais nous disons les faits. Les textes sont clairs. Le président de la transition, les ministres, les membres du gouvernement ne peuvent pas être candidats aux élections qui sanctionnent la transition. Et cet article n'est pas susceptible de révision. Maintenant, pour ce qui concerne les politiques parfumées, ce n'est pas moi qui ai dit que je vais aller acheter mon parfum en France et que j'aimais le parfum français. Bien sûr, donc celui qui est politique parfumé, les téléspectateurs apprécient, bien évidemment. Je ne veux pas dire qu'il aime le parfum. Oui, évidemment, il faut y aller à des élections rapidement, oui, il faut y aller, il faut tenter des transitions. Élections avec Assimi, oui.
Non. Sincèrement, moi, ça m'est difficile de parler de personnes dans ce genre de débat. Moi, j'essaie de centrer, franchement, toujours mes opinions, mes analyses, mes critiques dans l'idéal. Ce n'est pas une question de Assimi. Moi, il y a 5 ans de pas concourir à l'élection parce qu'ils partent déjà favoris compte tenu du fait qu'ils ont détenu l'appareil d'État, qu'ils détiennent l'appareil d'État. Donc, alors que si on doit aller à une élection, il faut aller à armes égales quand même. Ça, c'est pas une question de personne, c'est une question de principe, c'est une question fondamentale. Mais est-ce qu'il faut aller à une élection? Mais bien évidemment, vous savez, il y a combien de partenaires aujourd'hui avec lesquels nous ne sommes plus en phase parce que nous sommes dans une période transitoire. Il faut sortir de cette période. Et je pense que l'organe qui est chargé du processus des élections a dit clairement, en tout cas en substance, qu'elle est prête pour les élections. Et je pense que les autorités elles-mêmes aussi, elles sont prêtes pour des élections. À ce moment-là, il faut créer des conditions pour une élection inclusive, transparente et crédible. Oui, docteur Amadou, vous ne serez pas candidat quelque part? Pas du tout, pas du tout, parce que la politique c'est autre chose. Donc pour répondre à cette question, moi ce que j'ai préconisé, il faut qu'on aille aux élections, qu'on ouvre le pays et que les possibilités de chance soient données à tous les candidats. Vous pensez que le pays est fermé? Bon, quand je dis ouverture du pays, veut dire quoi? Donner la possibilité à certains partenaires qui exigent les retours à la tenue des actions, dont la tenue de l'isolement dont certains parlent du pays. Donc il faut qu'on aille aux élections. Maintenant, la candidature du président Assimi ou pas, ça a été décidé au niveau du DIM. Les textes sont là, comme on l'a dit, nous sommes vers la charte. Ceux qui vont participer à la charte peuvent plutôt faire des recommandations dans ce sens où il faut voir des mécanismes qui vont statuer un mécanisme consensuel. Parce qu'il ne faut pas qu'on se divise encore. Le Mali a assez de divisions. Les partis politiques sont divisés, les syndicats sont divisés, les familles. Vraiment, il y a trop de divisions. Qu'on aille à l'unité nationale, à la reconstruction de l'État. Oui, je pense que c'est vrai, il y a des expressions subtiles, mais des expressions qui ne tranchent pas le fond. Il ne s'agit pas d'avoir peur. On ne connaissait pas Assimi. C'est comme si on disait il y a 30 ans, avant que le mouvement démocratique vienne sur la scène, ses premiers leaders, on ne les connaissait pas. C'est-à-dire que la question n'est pas là-bas. Il y a des circonstances qui font l'homme. Ce n'est pas qu'Assimi, il s'appelle Assimi. C'est quelque chose qu'il a fait qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, est une réalité. Maintenant, tout n'est pas parfait. Je suis d'accord. Il y a même des choses qui... Je ne suis pas d'accord. Mais tout le monde est d'accord qu'il a pris un pari risqué. De dire que nous voulons notre sécurité à nous. Et sur cette question, il a rappelé ma position sur le MINUSMA et autres. Et l'État a donné qu'il a raison. C'est ça le réalisme et œuvrer pour l'intérêt du pays. Tout le monde est conscient aujourd'hui que si le Mali ne préserve pas ses acquis en termes militaires, sécuritaires et sa reconquête territoriale, ce serait comme si on va se plonger en arrière de plus de 30 ans. Alors, à partir du moment que les Maliens ont compris que pour que nous puissions vraiment tenir un langage ferme, mais propre à la communauté internationale, ils doivent nous respecter sur un certain nombre de critères. Et aujourd'hui, normaliser notre relation avec la communauté internationale, ce n'est pas à la communauté internationale de définir, mais c'est à nous de définir pour normaliser. Le retour à l'ordre constitutionnel, tout le monde est d'accord. Et maintenant, aller aux élections, est-ce que Assimi soit candidat ou pas, est-ce que c'est ça le blocage pour la communauté internationale? Je n'y pense pas. Maintenant, la loi, elle doit être respectée. Mais c'est cette même loi qui dit qu'il y a possibilité de sa révision. Donc, si la loi est révisée, non, elle n'est pas imprescriptible parce que la constitution même de 92 a été prescrite. Il faut qu'on sorte de ça. Moi, j'étais membre fondateur de l'appel du 20. Vous étiez là. Donc, mais c'est fini. Il y a une nouvelle constitution qui est là. Il faut être réaliste. Donc, il faut la remplir. Cette nouvelle constitution demande un président de
Non, j'ai dit la décision de la révision de la charte. Okay. Elle a été dite. Oui, tout le monde le sait. Oui, on va continuer avec ce débat. Oui, le Togo sous menace djihadiste. Le Togo qui a subi une attaque d'une rare ampleur dans le pays, dans le nord du pays proche du Burkina Faso. L'attentat a été revendiqué par le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Oui, rapidement. Et puis, oui, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui le Togo qui est sous menace du terrorisme? En fait, ça me rappelle un peu les volontés du président Amadou Toumani Touré, qui à l'époque où on pensait que c'était le Mali seul qui était confronté à ce phénomène de terrorisme, a clairement appelé les uns et les autres à se mettre ensemble et que c'était une menace internationale. Oui. Je pense que le temps donne toujours raison aux hommes sincères, aux hommes qui mettent les principes en avant. Je pense que le temps lui a donné raison. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement que le Togo. Toute la sous-région doit se mettre ensemble pour faire face au terrorisme, parce que ça menace tout le monde. Personne, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, les Togolais, je pense qu'ils allaient tous se dire que c'est un phénomène, un problème malien, c'est un problème du Burkina, c'est un problème du Niger. Ça va vers le Togo. Et je pense que même la Côte d'Ivoire, les uns et les autres, il y a eu un attentat par le passé en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut que les États et surtout que les voisins s'entendent. Moi, j'ai toujours dit cela. C'est ensemble qu'on peut trouver des solutions. Et étant divisé, on ne pourra pas trouver de solution. Donc pour moi, bien évidemment, c'est une menace qui est là. Nous prions pour que les Togolais puissent avoir les ressorts nécessaires pour y faire face. Oui, le terrorisme, Birama Traoré, qui progresse. Oui, on assiste à des véritables professionnels de la guerre qui terrorisent nos populations. Le Togo, voilà, qui était jusque-là épargné, un pays de paix. Voilà. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Non, pas du tout, parce que parmi les pays de la Golfe de Guinée, il y avait le Cameroun, déjà le Nigeria, qui en ont connu plusieurs années de guerre face au terrorisme. Donc aujourd'hui, les États du Sahel, notamment le Mali et la Mauritanie aussi, le Burkina, le Niger et même dans l'espace CEDEAO également, nous avons d'autres connus qui ont connu des attentats. En réalité, le contexte dans lequel nous vivons, la lutte contre le terrorisme est une affaire de tous. Mais il va falloir que les États se mettent ensemble pour lutter contre ces phénomènes, parce que de toute façon, il y a des propos complotistes qui font état comme quoi que c'est des mercenaires armés, qui sont armés armés et financés par un certain nombre d'États ou des multinationales qui veulent déstabiliser les États. Si vous voulez bien, c'est une guerre stratégique, de contrôle des territoires peut-être. De contrôle des territoires, mais surtout de contrôle des ressources. Donc ça va malheureusement évoluer avec le temps. Il va falloir que les États se mettent ensemble. Et ça n'est pas que le Togo, le Bénin aussi. D'ailleurs même, il y a un journaliste français qui avait fourni des images comme quoi que le Bénin, depuis un certain temps, avec la France, avait installé des bases dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des images qui ont été utilisées par les autorités nigériennes, comme quoi qu'il y a des bases qui sont abritées au Niger pour déstabiliser le Niger. Donc voilà, moi je pense que les États doivent se mettre ensemble. Oui, docteur Amadou Touré, rapidement sur cette question. Donc, s'agissant du Togo, il est important de rappeler que la première attaque au Togo, c'était en novembre 2021. Donc, au Togo, il n'y a pas d'attaque ou de prise de position. C'est des incursions à partir de la frontière avec le Burkina, des incursions d'1 heure ou 2 heures. Et pour pallier à ça, le Togo a déjà pris des dispositifs en termes d'exercice militaire conjoint avec l'AS, plus le Tchad. C'était du mois de mai, du 20 mai au 3 juin, c'était à Niamey, au Niger. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont dans la logique de se renforcer en termes de capacité de lutte contre le terrorisme en prenant l'exemple de l'AS. Donc, mais quelle est la particularité de l'exercice militaire entre ces pays, y compris le Tchad? C'est que le Mali et le Niger abritent des terroristes sur le territoire. Tel n'est pas le cas du Burkina et du Togo.
Donc le Togo, c'est des incursions qui sont là, mais ce ne sont pas des pays qui sont en rébellion, j'allais dire. Oui, mais ça commence toujours comme ça. Il n'y a pas de mouvement de rébellion. C'était des prises d'otages au départ, rappelez-vous. Pour dire qu'il n'y a pas de mouvement de velléité d'indépendance sur le territoire togolais. Oui. Mais qu'est-ce qui est la particularité? Ça met en question la question de la porosité des frontières entre le Burkina et le Niger, surtout la problématique de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'un seul pays ne peut pas lui seul lutter contre le terrorisme. Donc il faudrait forcément que les pays composent ensemble. C'est-à-dire, comme je l'avais dit, l'AES plus le Togo plus le Bénin ou bien le Niger peuvent faire des accords militaires, des accords de défense pour essayer de lutter ensemble contre le terrorisme. Et ça, comme vous connaissez bien le Togo? Je connais le Togo, je connais le Bénin. Moi, je pense qu'en réalité, il faut connaître géographiquement ces endroits. Pour aussi, je ne veux pas dire ignorer cette menace, mais elle ne peut pas s'étendre. Parce que d'abord, il y a des raisons. Le Togo n'est pas un pays musulman. Il y a une partie du Togo seulement qui est contiguë un peu avec la frontière avec le Bénin et le Togo. Il y a une partie de communauté musulmane. Mais en réalité, la majorité sont peut-être que d'origine des pays sahéliens qui sont installés là-bas. Donc, la menace ne peut pas les atteindre à un niveau très élevé parce que quand vous regardez la lutte, le terrorisme, parce qu'on dit terrorisme, c'est une expression, on parle du djihadisme que les gens ont peur de dire, de l'islamisme radical, tout ce que vous voulez. Donc, ces pays qui sont à connotation musulmanes poussés, c'est eux qui ont des problèmes vraiment, qui sont l'épicentre. Donc je pense que nous condamnons ces incursions, mais je ne pense pas que ces pays seront atteints à un niveau où ça va déstabiliser leurs institutions. Okay. Oui, des images, on va finir avec mot de sport, ces images des JO, les Jeux olympiques de Paris 2024, et une cérémonie d'ouverture, une cérémonie grandiose, Paris sur scène, et puis voici quelques images de ce beau défilé, et selon un sondage, 86% des Français ont beaucoup apprécié cette cérémonie d'ouverture, des messages de paix, des messages de fraternité ont été lancés. Issa Koudié. Merci. Je pense que Paris, ville lumière, c'est pas le jeu de lumière. Ville lumière, c'est le savoir, c'est la culture, c'est vraiment l'histoire, c'est aussi des grands artistes, des grands penseurs, des grands écrivains, comme il le sait mieux que moi. Je pense que c'est un pays merveilleux, c'est une grande nation qui a conquis, qui a fait partie de l'histoire mondiale. C'est pas prétentieux parce que la France quand même s'est étendue une partie des États-Unis et même vers la Russie avec le temps de Napoléon. Donc ils ont aussi quand même quelque chose qui est fascinant, vous savez, que j'ai beaucoup apprécié de ce pays, c'est que c'est le carrefour aussi du tourisme. C'est la grande destination d'Europe. Donc je pense que réussir cette prouesse montre que il faut avoir un esprit juif. Il faut compter plus ses amis que de rétrécir ses opportunités. Moi, je pense que nous avons tout à gagner à normaliser nos relations avec la France. Bien sûr, sur un certain nombre de choses qui sont déjà réglées, il faut avancer parce que la diplomatie, je crois à une diplomatie de détente, je crois à une diplomatie d'ouverture, je crois à une les JO à Paris, la CAN en Côte d'Ivoire, c'est quand même des images qui doivent nous séduire, qui doivent nous inspirer, qui doivent nous jalouser pour faire mieux. Et je pense que bravo à la France, et c'est vraiment bien organisé. J'espère bien évidemment qu'on aura un bon parfum pour ça. Oui, Issa Koudié qui fait l'actu avec son parfum, la gastronomie française. Oui, et Birama, vous connaissez bien Paris. Paris sur scène, une belle cérémonie d'ouverture. Ouais, vous avez aimé? Une belle ville. Je pense qu'un jour, j'aurai l'occasion de déambuler dans le rue de Paris avec M. Jim. On allait peut-être transporter le RDI spécial, et puis certainement que... Absolument. Okay, allez-y. Si vous voulez bien, c'était beau à voir. C'est une France, si vous voulez bien, réconciliée avec elle-même, avec ses mémoires et ses racines. Une France plurielle, une France multiculturelle, une France loin, en tout cas pour la journée d'hier, des drama queens, si vous voulez bien, des fascistes et tous ces néo-racistes qui ont surgi avec le temps. Ils ont montré que la France, c'est un tout, c'est un ensemble de tout.
et qu'il faut prendre en compte voilà, toutes les réalités qui composent la société. C'est pourquoi tous les symboles étaient représentés. Et quand on regarde souvent l'équipe de France, hein, on voit clairement, c'est-à-dire que ça reflète la diversité culturelle française, hein, l'histoire française, donc... N'en déplaise, hein, là, dire à des, comme vous l'avez dit, hein, à des caciques du Front National. Oui, docteur Amadou. Donc, moi, je ne me présenterai pas sur la cérémonie, c'est tout à fait normal. Quand on prépare, ça se passe bien. Moi, ma question, c'est surtout la participation du Mali aux Jeux Olympiques. Parce qu'on constate, après 13 Olympiades, c'est-à-dire de 1964 à 2024, 0 médaille. Et notre faible participation, Mais nous parlons de bronze, hein, des médailles de bronze. Au football. Quand on parle des athlètes, c'est-à-dire quand on prend les athlètes. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de médaille. Donc, oui, il y a les médailles, pas de médailles de bronze. On va rentrer en profondeur. Et si on prend la faible participation, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 5 athlètes et plus l'équipe du football. Sur 47 disciplines, 32 sports. Donc notre faible participation, je ne sais pas cela dit à quoi, et notre comité n'a pas de résultat jusqu'à ce point. Donc nous pouvons espérer que les Jeux Olympiques de la 14e Olympiade pourra au moins nous donner des médailles. Nous inspirer pour qu'on puisse Cela s'explique tout simplement, ça c'est un peu mon milieu. Pour aller aux Jeux, il y a une compétition au niveau africain d'abord pour se qualifier. Donc si vous n'avez pas un résultat qui vous permet d'y aller, vous n'êtes pas qualifié, donc vous ne pouvez pas aller. Ceux qui gagnent, selon les disciplines qu'ils gagnent en Afrique, sont représentés. Oui, non, il dit qu'on part, mais on n'a pas de... Oui, il dit que sur plus de 40 disciplines, on n'est représenté qu'à 5. C'est parce que certaines disciplines n'existent pas chez nous, et même quand ça existe, nous ne sommes pas performants. Ok, c'est la partie où nos invités font l'actu, le RDI, coup de gueule, coup de cœur, coup de gueule, le générique. Il y a le générique, le bruit fort du générique qui dérange un tout petit peu Issaka Odimissi, voilà, il le manifeste, donc la régie, vous êtes averti, vous êtes avec un homme très méticuleux. Oui, Amirou Doumbia, la partie où nos invités font l'actu avec coup de cœur, un coup de cœur et un coup de cœur. Et nous prions pour que ceux qui ont perdu leur vie puissent se reposer en paix et que Dieu bénisse le Mali. Birama Traoré. Alors moi, c'est toujours un cri de cœur. Je vais profiter de votre en tout cas, super plateau qui est tellement... voilà, pour lancer un cri de cœur toujours à l'endroit des autorités de la transition, parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, Yélimane, tout le monde le sait, est une zone malheureusement totalement enclavée. Et la seule route à travers laquelle les gens se ravitaillent, c'est la route Kaï-Yélimane, qui malheureusement pendant l'hivernage, elle est coupée par la force des pluies diluviennes. Donc j'ai lancé un cri de cœur aux autorités de la transition de prendre toutes les mesures nécessaires pour malheureusement pour venir en aide aux populations de Yélimane afin de... C'est le maire qui parle, l'ancien maire. Non, c'est un habitant soucieux du bien-être de la communauté. C'est près de 200 000 habitants qui s'approvisionnent à travers cette route. De sécurité, pour la sécurisation des personnes et de leurs biens, la libre circulation des personnes. Nous les soutenons, nous les encourageons, nous osons espérer que les jours sont difficiles, mais le maire reste à venir. Et aussi mes vœux de rétablissement aux blessés et que l'âme des disparus repose en paix. Et aussi un coup de cœur à l'endroit de la population de Diré. Il y a eu la semaine dernière une collision entre le car ASCO et un car de sang. Il y a eu des victimes, à peu près 16 personnes. Donc nous présentons nos condoléances et prompt rétablissement aux blessés. Issaka. Merci de me donner la parole. Je pense que le coup de nos récriminations, mais aussi de reconnaître que nous sommes des humains, nul n'est infaillible, mais je pense que le rassemblement, le pardon, doivent passer par des mesures d'apaisement. Je pense que j'ai un cri de cœur à l'endroit du président de transition
de prendre en compte qu'aujourd'hui, il faut, au-delà des documentations, au-delà des assises, au-delà des propositions de projets de charte pour la paix et la réconciliation, je crois qu'il faut une mesure politique forte qui est de faire en sorte que les détenus politiques, les libertés d'opinion, toutes les personnes qui sont poursuivies pour ces genres de questions ou de problèmes doivent être élargies à travers la loi, parce que la loi permet ce pouvoir discrétionnel que je l'ai dit, même si mon ami estime que la crédibilité de celui qui la porte peut être en cause, mais prenons le message. Le message, c'est que cette loi d'amnistie permettra vraiment de détendre l'atmosphère, et cela va en droite ligne avec la volonté de la réconciliation et la paix, parce qu'on fait la paix avec ceux à qui on n'est pas d'accord. Et je pense aussi que j'en appelle aussi à nos frères de la rébellion, vraiment d'accepter un dialogue dans le sens que le Mali nous appartient tous, que certes l'armée est dans son rôle de sécuriser, de conquérir le territoire. L'ex-rébellion. Bon, si elle est reprise, c'est une rébellion. On va pas, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut la paix plus que jamais, et le président doit jouer son rôle de chef de nation. Maintenant, coup de gueule, je pense que c'est nous-mêmes. Nous, qui ont la chance de parler, qui sont politiques ou leaders d'opinion, je pense qu'à un moment donné, nous devons accepter de faire notre mea culpa, de reconnaître nos erreurs, nos fautes, et ensemble de dire que voilà, ce qui s'est passé, nous avons des parts de responsabilité, de l'assumer, de le reconnaître, pour que la future génération puisse ne pas tomber dans les mêmes travers. Sur cette question, je pense qu'ensemble, reconnaître que nous avons failli à un moment donné, et cela ne fera que nous grandir. Et chapeau à Djeliba et à vous-même pour maintenir vraiment cette émission, qui est l'une des émissions les plus regardées. C'est vraiment au mérite de Djeliba, sous votre leadership, je ne cesserai de le renouveler. Merci Sakoudi, c'est un plaisir de partager cet entretien avec vous. Je disais très certainement souvent non en privé, je dis que vous êtes un homme bien, je le dis souvent en privé. Venant de vous, vraiment, c'est un grand compliment. Merci Sakoudi, merci Dr Amadou Touré, Birama Traoré, merci Amadou Doumbia, merci, vous avez beaucoup titillé. Voilà, les téléspectateurs comprendront, je le répète. Je le rappelle très souvent ici sur ce plateau, je disais que c'est comme dans un match de football, quand vous voyez souvent le ton monte, mais ne craignez rien, après on change, on échange le maillot, c'est ça, non? Voilà. Donc, je serais fier de porter le 10. Merci beaucoup, c'est ça l'esprit du débat de RDI, donc le débat du dimanche sur Djeliba TV News. On l'a dit, on le répète, même si on est sous régime militaire, le RDI, c'est la force des arguments et non les arguments de la force. Merci, et puis rendez-vous est pris le dimanche prochain à 19h, toujours avec le même plaisir. Vous pouvez retrouver cette émission demain, et la rediffusion demain à 22h, et le mardi à 10h, et cette émission est sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Au revoir, et à dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Au revoir.